Bonjour à tous, nous sommes ravis que vous soyez là pour ce webinaire. Donc, le webinaire tant attendu. Merci aux intervenantes Laura Siriani et Caroline Yadan-Pessa. Donc, moi, je me présente très, très rapidement et ensuite, je donne la parole aux deux expertes. Donc, moi, c'est Malika, je travaille au sein de Justify depuis 1 an maintenant, jour pour jour. Et je m'occupe de la communication sur les réseaux sociaux notamment et l'organisation des événements. Voilà, pour vous permettre de développer votre soft skill, vous, avocat. Et donc, nos deux intervenantes, Caroline Yadan, qui est une avocate membre du réseau Justifit, et Laura Siriani, qui est experte en communication digitale, vont se présenter et dérouler une présentation, suite à laquelle vous pourrez poser vos questions. Voilà. Alors, je vous donne la main pour que vous puissiez. Alors, du coup, je suis ravie de vous accueillir. Donc, je me présente, donc, comme l'a dit Malika, je suis Caroline Yadan-Pessa. Je suis avocate aujourd'hui exclusivement en droit de la famille. Je suis avocate depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas? Puisque ça fait maintenant plus de 27 ans, et effectivement je développe mes activités sur les réseaux sociaux, sur internet depuis plus de 2010, donc plus de 11 ans aujourd'hui. Je me spécialise, si on peut dire, dans les modes de règlement amiable des différends, puisque mon approche aujourd'hui n'est pas du tout la même approche que celle qui était la mienne il y a même encore 10 ou 15 ans, puisque je suis formée à ces modes de règlement amiable, je suis formée au processus collaboratif, je suis formée au processus, à la procédure participative, au processus collaboratif, et également je viens d'obtenir mon DU1 de médiation, et donc je vais devenir médiatrice. C'est aussi mon objectif dans quelques années, et simplement ce développement internet de mon activité m'a permis aujourd'hui, par exemple, sur un blog qui s'appelle Legavox, qui fait partie vraiment des premiers blogs sur lesquels je suis intervenue, où j'avais écrit un article sur le calcul de la prestation compensatoire en 2010 ou 2011. Aujourd'hui, cet article est un article de référence, puisque il compte plus de 500 000 vues, et c'est un forum de discussion. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est tout à fait possible de se développer sur Internet. Il suffit d'avoir de bons outils, et c'est aussi notre objectif aujourd'hui que de vous donner et de vous faire comprendre le pourquoi des choses grâce notamment à l'experte Laura Siriani. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis juriste de formation, et lorsque je me suis installée à mon compte il y a 5 ans, j'ai décidé de m'adresser principalement aux professions libérales que je connais bien, parce que mon père est architecte et j'ai baigné dans cet environnement. Également aux avocats, puisque ayant étudié à la Sorbonne et ayant été juriste en organisation professionnelle pendant des années, ayant travaillé avec pas mal d'avocats, je connais bien donc les cabinets d'avocats et les attentes des clients, en particulier des TPE et des PME, lorsqu'ils sont conseillés par des avocats. Donc, ma mission, c'est de vous rendre mémorable, et les réseaux sociaux, ça en fait partie, puisque c'est là où sont les clients. Et l'idée, c'est que on donnez à voir qui vous êtes, parce que finalement, il vous faut des clients avec lesquels vous allez bien vous entendre, avec qui vous allez pouvoir faire de bonnes affaires. Et ça suppose donc de marquer un peu les esprits. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats en France, il y en a 70 000, il faut se démarquer, 30 000 au barreau de Paris. Il faut trouver le moyen de se démarquer, d'avoir une communication personnelle. Voilà, donc c'est là-dessus. En 2016, j'ai participé à pas mal d'événements de networking pour me faire connaître, et en particulier à une réunion au BNI où j'ai été invitée donc, par une membre, et c'est là que j'ai rencontré Caroline Yadan. Donc c'est une belle histoire avec Caroline, et je l'avais interviewée pour mon blog à l'époque, parce que je trouvais justement qu'elle avait une communication qui se démarquait par sa personnalité et son originalité.
Voilà, donc je suis très contente d'avoir été invitée par Justifit, même si je ne vous cache pas que j'ai un peu le stress d'un premier webinaire en direct. Donc, on va voir comment ça se passe. Tout va bien se passer, j'en suis sûre. Donc, peut-être on va parler du menu aujourd'hui. Donc, on va aborder un certain nombre de points. D'une part, la première question que se posent les clients en général, c'est sur quel réseau social ils ont intérêt à se positionner et est-ce qu'ils doivent se positionner sur plusieurs réseaux sociaux. Après, il y a les questions d'e-réputation, c'est-à-dire lorsqu'on va sur Internet, qu'est-ce qu'on trouve à propos de votre cabinet et de vous, avocat ou avocate. Beaucoup d'avocats sont principalement focalisés sur LinkedIn, qui est en fait le réseau sur lequel j'ai le plus de demandes de coaching personnalisé. Donc, on parlera d'un point très important qui est le bon profil sur LinkedIn. Après, on parlera des contenus qu'on peut poster et à quelle fréquence. Je ferai un petit focus sur Google My Business, qui est un peu sous-employé par les avocats et qui est important pour votre référencement si vous avez un site internet. On parlera des nouveaux formats, comme par exemple les podcasts audio, qui sont très, très en vogue, et quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui est aussi assez peu employé par les avocats, qui sont la création de vidéos sur YouTube, où Caroline fera un témoignage sur sa propre chaîne. Et puis, on conclura sur le nouveau réseau social à la mode, sur lequel j'ai aussi quelques questions et on a un peu d'intérêt et de curiosité, et qui est Clubhouse, un réseau audio. Alors, est-ce qu'on rentre dans le sujet? Ce qui est important, c'est qu'on va dérouler la présentation. Ça va certainement susciter des questions, mais l'idée, c'est qu'on y répondra à la fin. On garde un quart d'heure pour répondre à toutes vos questions. Donc, sur quels réseaux sociaux se positionner en 2021? Donc, je vous ai mis les chiffres d'audience pour que vous voyez en fait quel est le public qu'on peut toucher. Donc, c'est extrêmement important. On parle de plusieurs millions. Et ce n'est pas forcément ceux qu'on pense qui sont en premier, puisque le premier réseau, finalement, c'est YouTube. Alors, comme on n'y a pas nécessairement un profil, que tout le monde n'a pas sa chaîne, mais il y a énormément d'audience. Donc, c'est pour ça que ça constitue une opportunité. Sinon, en termes de volume, Facebook reste le réseau où il y a le plus de profils en France, 33 millions. Et pour ceux qui se positionnent sur une clientèle de particuliers, ça reste un bon moyen de rentrer en relation avec des clients, d'autant plus que Facebook a aussi une messagerie interne, donc qui est Messenger, qui permet d'entrer en relation, puisque l'objectif, c'est quand même la conversion, de rentrer en relation directe avec des clients. Et ça, c'est facilité par Messenger. Il y a également pas mal d'associations. Pour ceux qui travaillent avec les associations, il y a pas mal d'associations qui sont sur Facebook. Et donc, ça peut être aussi un bon moyen d'entrer en relation avec elles. Instagram, c'est le réseau qui monte, surtout depuis 2 ans. Et pas mal d'avocats commencent à s'y installer, en particulier ceux qui sont les plus jeunes et qui ont l'habitude d'utiliser ce réseau pour leurs besoins personnels et qui, du coup, très naturellement, créent une page, un compte Instagram professionnel pour leur cabinet d'avocats. Il faut savoir néanmoins que c'est plus difficile de convertir sur Instagram parce que, à moins d'emmener les gens en messagerie privée, vous n'avez droit qu'à un lien, qui est le lien de votre bio, pour passer des messages. Les liens ne sont pas cliquables quand ils sont dans vos publications. Et donc ça constitue quand même un frein qu'il n'y a pas, par exemple, sur Facebook. Sur LinkedIn, donc, je le disais en ouverture, c'est le réseau sur lequel j'ai le plus de demandes de coaching. C'est le réseau qui est initialement un réseau orienté carrière, mais qui de plus en plus, et en particulier depuis qu'il a été racheté par Microsoft, s'oriente vers un réseau business. Et il est en forte progression puisque suite au confinement, ils ont gagné pas moins de 2 millions d'utilisateurs en France. Ils étaient à 19 millions début 2020 et ils sont aujourd'hui à 21 millions. Donc 21 millions, autant dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de professionnels, puisque contrairement à Facebook ou Instagram où vous pouvez ouvrir un compte même adolescent, sur LinkedIn, en pratique, ce ne sont que les gens qui sont déjà majeurs qui s'inscrivent.
pour chercher un travail au départ, mais assez vite pour la suite de leur carrière. Et avec le contexte du confinement, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont reconvertis, qui sont passés de salariés, par exemple, à indépendants, et qui sont venus aussi enrichir le nombre de personnes qui interagissent maintenant sur LinkedIn. Donc, c'est un réseau vraiment important. Et les avocats y trouvent généralement de bons créneaux pour entrer en relation avec de nouveaux clients. Et on va terminer sur Twitter, qui est un petit peu en pente descendante, mais qui reste quand même l'outil de base des journalistes qui font leur veille active. Donc ça, c'est l'actu chaude en fait, où aussi il y a pas mal d'avocats qui se présentent pour des fonctions électives, notamment Caroline. Et c'est vrai que Twitter est incontournable quand on fait de la politique ou qu'on veut toucher les journalistes. Donc je rebondis du coup parce c'est vrai qu'on a un timing très très serré. Moi, j'utilise les 5 réseaux sociaux. Simplement, je les utilise pas vraiment de la même manière. En tant qu'avocat droit de la famille, je n'utilise pas vraiment Twitter. Twitter, c'est vraiment réservé à mon activité militante et politique puisque j'ai une autre activité. Et donc, pour moi, je privilégie en fait LinkedIn. Donc, même si je publie sur les 5, je privilégie LinkedIn parce que mon retour d'expérience est plus positif et meilleur sur ces réseaux sociaux-là parce que j'ai constaté qu'il y avait davantage de conversions sur LinkedIn, que j'étais vraiment identifiée. C'est le but sur Internet et sur les réseaux sociaux, j'étais identifiée en qualité d'avocat en droit de la famille. Donc vraiment, c'est cette identification-là qui est très importante. Et ensuite, on vous expliquera, et Laura, on reviendra sur comment publier efficacement sur LinkedIn. Et j'ai constaté également que sur LinkedIn, il y avait davantage de prescripteurs, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être potentiellement qui peuvent m'amener de la clientèle, donc que ce soit des professionnels, que ce soit des médiateurs, que ce soit des notaires, des confrères, des journalistes. Voilà, eux, c'est aussi important qu'ils m'identifient en tant que tel. Donc, même si au départ, ça paraît moins direct pour une clientèle de particulier qui est la mienne de privilégier LinkedIn, c'est quand même le cas parce que, en fait, LinkedIn, c'est non seulement des professionnels prescripteurs potentiels, mais également, en fait, tous les professionnels sont aussi des particuliers qui peuvent avoir des difficultés en droit de la famille. Et donc, c'est la raison pour laquelle je privilégie LinkedIn. Et on reviendra tout à l'heure sur le contenu des posts de LinkedIn en question. Et quand tu parles des prescripteurs qui sont susceptibles de te recommander, tu penses par exemple à quel type de personnes? C'est ce que j'ai dit, des médiateurs, donc des gens des médiateurs, des notaires par exemple, des confrères qui ne pratiquent pas du droit de la famille, mais aussi des journalistes, puisque voilà, la communication passe aussi par les médias. Là, je viens de faire un podcast avec une personne qui m'a vu sur LinkedIn. Et voilà, donc c'est ça les prescripteurs. C'est des gens qui peuvent me recommander en tant qu'avocat en droit de la famille. On y va parce que l'heure… Oui, on est dans les temps. Alors, je vais faire un premier focus, c'est la e-réputation. Donc, la e-réputation, en fait, c'est quelle réputation vous avez sur Internet. Comme en France, Google capitalise plus de 95% des requêtes de recherche, c'est sur Google que vous pouvez aller voir quelle est l'image que vous projetez à travers un certain nombre de liens lorsqu'on tape votre prénom et votre nom. Donc, je vous invite vraiment à faire ce test qui est assez révélateur. Personnellement, quand j'ai quelqu'un qui, par exemple, me dépose un message sur mon site pour une intervention quelconque, moi, la première chose que je vais faire, c'est je vais aller sur Google, je vais taper le prénom et le nom de la personne et je vais voir comment elle apparaît et je vais suivre la dizaine de liens qui sont proposés en première page. Si ces liens ne sont pas tous intéressants, je vais même aller pousser jusqu'à la deuxième page. Mais il faut savoir qu'au-delà, personne ne va aller chercher votre site Internet s'il n'est pas bien référencé sur Google. Donc, c'est particulièrement important que les liens qui sortent sur votre prénom et votre nom soient ceux que vous voulez voir apparaître.
et si possible des pages sur lesquelles vous avez la possibilité de faire des mises à jour. Donc, évidemment, si c'est votre site internet, vous pouvez faire des mises à jour. Si c'est votre profil LinkedIn, pareil. Votre profil personnel Facebook, votre page Facebook, votre compte Instagram, votre compte Twitter, votre chaîne YouTube, tout ça, c'est des liens où vous avez la main. Vous pouvez être également sur des plateformes comme Justifit, par exemple. Donc là, c'est pareil, c'est important de mettre à jour. Donc, vous avez dans un fichier Word toutes vos informations et vous allez renseigner une par une toutes les plateformes sur lesquelles vous apparaissez. Si vous n'avez pas la main sur certains contenus, vous pouvez écrire à l'éditeur du site pour qu'il mette à jour. Mais c'est vraiment important que lorsqu'on vous cherche, on trouve les informations à jour avec la bonne adresse, le bon téléphone. Et ce n'est pas un petit sujet pour les avocats parce que comme il y a beaucoup d'associations, eh bien, à chaque fois qu'il y a une association, il peut y avoir aussi un déménagement. Et les cabinets d'avocats bougent beaucoup. On le voit avec notamment le suivi des adresses mail. Et donc, à chaque fois, moi, j'ai trouvé parfois des avocats qui avaient sur la première page de Google 3 adresses postales différentes. Et c'est vraiment déstabilisant pour le client de ne pas savoir où vous êtes. Donc, j'insiste vraiment beaucoup, beaucoup là-dessus. Sur la e-réputation, il y a un point aussi qui est important, ce sont les avis. Et je passe la parole à Caroline là-dessus. Oui, les avis, vaste sujet en fait. Hein. C'est vrai qu'en tant qu'avocat, au départ, on est un peu opposé aux avis, on n'aime pas trop parce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, tout ça, on se fait un petit peu violence et puis à un moment donné, on l'admet parce qu'en réalité, les clients qui viennent potentiellement vous voir vont regarder sur Internet qui vous êtes et vont regarder si vous avez de bons avis. C'est comme ça. Même si nous ne sommes pas une marchandise, eh bien, nous devons avoir de bons avis sur Internet. Donc moi, ce que je fais pour avoir justement ces avis qui sont favorables et qui participent à la venue de clientèle et à la confiance qu'on peut m'accorder au départ, c'est que tout simplement, je demande à mes clients satisfaits de m'aider lorsqu'ils me disent, alors ça doit vous arriver, il y a des clients après avoir terminé un dossier, qui viennent et qui disent « Maître, merci, merci, merci pour tout ce que vous avez fait, vraiment. Comment je peux vous remercier ?» Voilà. Et en fait, tout simplement, je leur dis vous voulez me remercier encore plus que par le paiement d'honoraires, que vous avez très très bien payé d'ailleurs, eh bien tout simplement, allez me mettre un avis sur Internet, allez sur Google My Business, vous tapez mon nom, vous mettez un avis. Et en fait, Laura m'a donné l'idée il y a quelques temps de joindre à ma signature mon lien Google My Business. Donc pour ça, il faut évidemment que vous créez un profil sur Google My Business et pour avoir la possibilité d'avoir des avis. Et donc tout simplement, je mets mon lien sur ma signature et il suffit de cliquer pour donner un avis. Voilà, cet avis-là, du coup, est intégré directement à Google. Et voilà, et évidemment, les clients qui sont moins satisfaits parce que ça arrive et ça nous arrive à tous, je ne leur parle surtout pas de Google My Business. Donc, je parle à ceux qui m'intéressent et mettez un avis. C'est difficile d'obtenir des avis, même des clients qui vous disent oui, je vais vous mettre un avis parce que c'est quand même une démarche qui prend du temps, etc. Donc, c'est difficile. Donc, c'est moi, je crois que j'ai 24 avis sur Google My Business. C'est depuis plusieurs années, en fait. Hein. Je demande à mes clients, mais vraiment, faites-le parce que c'est incroyable ce que ça peut amener en termes de clientèle et en termes de confiance renouvelée. Excusez-moi, maître Caroline Yadan-Pessa, je me permets de rebondir sur Google My Business parce que c'est aussi, voilà, on propose aussi cela à nos avocats de les accompagner sur ce créneau-là. Et on a quelques clients qui nous disent, voilà, ils ont des avis négatifs et ils paniquent un peu par rapport à leur e-réputation. Ils ne savent pas s'ils doivent du coup supprimer leur compte ou répondre. Donc moi, en fait, je préconise toujours de répondre à un client, mais ce n'est pas forcément facile. En cas de commentaires négatifs, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il faut laisser comme ça? Est-ce que vous recommandez? Alors, je vais peut-être laisser Laura, parce que c'est quand même assez technique. Moi, je répondrai le cas échéant. Je pense qu'on peut… Laura, vas-y.
Alors, sur la réponse aux avis négatifs, on en parle après parce que je vais faire un point justement sur Google My Business, qui est un sujet à part entière. Voilà, c'est ça. Ok, super, merci beaucoup. D'une manière générale, je recommande de répondre, bien sûr. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors, on va parler du profil LinkedIn. Donc, les profils LinkedIn sont généralement bien indexés par Google. Donc, ils font partie des premiers liens sur la fameuse première page où vous apparaissez. Donc, c'est important qu'ils soient mis à jour et qu'ils vous valorisent pour ce que vous faites. Donc, il y a quand même encore beaucoup d'avocats qui négligent de créer un profil attractif. Donc, je vais rappeler un peu les points essentiels à mettre en œuvre pour que votre profil LinkedIn soit un atout et ne vous desserve pas lorsqu'on tombe dessus. L'idée générale, c'est que une bonne partie de votre clientèle vient du bouche à oreille. Pour autant, si vous sollicitez des recommandations et qu'on vous recommande 2 avocats, vous allez forcément faire cette étude de e-réputation, vous allez aller sur LinkedIn et vous allez comparer. Et donc, c'est important que vous apparaissiez bien. Donc, le point fondamental, c'est la photo principale de profil, qui doit être une photo portrait, de face, souriant, en couleur, et qui donne à voir un avocat vivant, avenant et accessible, puisque certains avocats ont quand même la réputation d'être un peu inaccessibles, et un portrait noir et blanc, un peu trop sérieux, peut aussi effrayer certains clients, de donner l'impression que vous n'êtes pas assez, peut-être pas assez humain, pas assez à l'écoute. Donc, faire attention à ce que véhicule l'image et ne pas hésiter à faire appel à un photographe professionnel. Vous avez derrière vous, dans l'image de profil, c'est une photo carrée. Après, derrière vous, vous avez en format panoramique, vous avez ce qu'on appelle la bannière qui vous permet de mettre, par exemple, le nom de votre cabinet et également d'indiquer quelle est la spécialisation, si vous en avez une. Quand je parle de spécialisation, ce n'est pas seulement celle du barreau, ça peut être simplement des domaines d'activité forts sur lesquels vous avez une expertise. Et c'est bien de l'indiquer aux clients parce que c'est vrai qu'avocat au barreau de Paris ou avocat à la cour, ça ne suffit pas pour indiquer quelles sont vraiment vos expertises clés. Un autre point très important, c'est le slogan. Donc, par défaut, il mettra le titre que vous avez mis pour votre expérience en cours. Donc, si vous avez mis, par exemple, avocat associé de votre cabinet, il va vous mettre votre prénom, votre nom et ensuite avocat associé. Sauf que avocat associé, ça ne parlera pas à vos clients. Il vaudrait mieux mettre, par exemple, avocat en droit du travail ou bien avocat en droit de la famille. Et vous pouvez rajouter d'autres éléments pour personnaliser un petit peu cette accroche qui est censée vous résumer pour ceux qui vont vous voir passer sur leur fil d'actualité. Il faut savoir que cette petite accroche, elle va aussi s'afficher quand vous allez aimer ou commenter les posts des autres. On verra qui a commenté et quel est son titre. Donc, c'est important de le soigner. Dans les expériences professionnelles, il est important de les revoir à travers le filtre de vos expertises d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans les expériences professionnelles passées, qu'est-ce qui peut donner envie à un client aujourd'hui de faire appel à vos services. Et il faut penser évidemment à un usage pertinent de mots-clés autour des problématiques des clients. Donc, par exemple, si je suis avocate en droit de la famille, il y a des chances pour que je cherche des clients qui sont en phase, par exemple, de divorce. Donc, il va falloir que le mot divorce apparaisse dans le détail des dossiers que vous traitez dans le cadre de vos expériences professionnelles. Vous ne mettrez pas forcément avocat en divorce, mais ce sera à travers les expériences professionnelles que vous allez pouvoir mettre ce type de mots-clés. Après, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue donc, depuis à peu près 1 an et demi, qui est la possibilité de mettre en tête de votre profil une sélection de contenus. Donc, ce sont soit des articles que vous avez publiés extérieurement, vous êtes passé à la télévision, vous pouvez rajouter du visuel également. Et puis, un dernier point, mais qui est moins utilisé, mais qui peut quand même avoir son importance, notamment pour des recherches de certaines compétences, c'est de bien penser à renseigner vos compétences clés en bas de profil et de solliciter donc des recommandations qui sont un peu comme des témoignages auprès de clients professionnels. Je vais terminer en montrant des exemples de profils optimisés et j'ai le plaisir de voir qu'il y en a une qui est dans la salle. Donc, c'est Bénédicte Bury. Donc là, on a repris son logo et son positionnement sur la RSE, qui est un grand sujet pour elle.
Le cabinet d'avocat d'une avocate en droit de la construction, donc pour indiquer immédiatement sa spécialité. Une avocate en droit social. Là, on a quelqu'un qui est engagé, qui est en fait avocate plutôt généraliste, mais on a insisté sur ses engagements, le droit de la famille, le droit immobilier, dommages corporels, et sur sa localisation à Nîmes à travers une image de la ville. Et puis bien sûr Caroline, où on met en valeur donc son logo et son slogan, qui est donc la famille à son avocat. Et puis une autre avocate en droit des associations. Donc ça, c'est des exemples. Alors, on va enchaîner sur le type de contenu que vous pouvez poster et à quel rythme. Alors, d'une manière générale, on peut choisir le réseau social. Le meilleur réseau social, c'est celui sur lequel vous êtes à l'aise et vous avez envie de publier régulièrement. Donc, vous allez vous renseigner aussi pour savoir où sont vos clients. Est-ce qu'ils sont plutôt sur LinkedIn, plutôt sur Facebook, plutôt sur Instagram? Pour savoir où ils sont, le mieux, c'est encore de taper leur prénom, leur nom dans ces moteurs de recherche à l'intérieur du réseau social pour savoir où ils se trouvent. Et une fois que vous avez trouvé le réseau social où il se trouve, c'est là que vous devez vraiment focaliser vos efforts. Et ce qui compte, c'est vraiment la régularité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de passer une semaine à poster trois actualités, et puis la semaine d'après, rien, et puis après encore la semaine d'après, rien, et puis après de nouveau 3 posts. Il vaut mieux 1 par semaine ou 2 par semaine, si vous avez de la matière. Et si ça peut vous aider, vous pouvez aussi vous créer une sorte de calendrier éditorial dans lequel vous dites, bon, cette semaine, je vais parler de ça. Vous préparez, par exemple, le week-end, vos sujets à l'avance. Et puis après, vous n'avez plus que qu'à les poster les jours J. Caroline va vous présenter les différents formats d'actualité ou de posts que vous pouvez publier pour faire parler de vous. Oui, alors en fait, comme l'a dit Lauria, donc toutes mes publications répondent à une stratégie éditoriale pour que l'on m'identifie comme avocat en droit de la famille. Donc, tous mes postes sont liés à ma pratique d'avocat, à mon vécu, à mon domaine de droit de la famille, à mon exercice professionnel au quotidien. Donc, en fait, il faut qu'on ait vraiment l'impression, par l'ensemble de ces postes que je vais vous développer, d'être proche de moi, de me connaître. C'est pour ça que je privilégie aussi l'alternance de mes publications entre mes postes engagés, sociétaux, ceux qui parlent de moi, d'un cas client, etc. Tout ça, c'est vraiment une alternance à privilégier. Et ce qui compte dans mes posts, ce sont les engagements, c'est-à-dire il faut que ces publications entraînent des commentaires des lecteurs qui boostent les posts. Et ces lecteurs-là doivent avoir l'occasion de s'exprimer, de donner leur avis, de se faire entendre. C'est des conversations qui vont naître. Alors, les conversations vont naître par exemple, d'articles. Donc, j'écris des articles juridiques de fond et je poste donc quelques phrases qui parlent d'un cas client qui se réfère à l'article, et donc on peut cliquer ensuite sur l'article de fond pour avoir des précisions. Ensuite, nous avons également donc des posts polémiques, et dans ce cas-là, je pars d'un sujet, souvent aussi d'un cas client qui pose question, qui peut amener des désaccords toujours pour favoriser les commentaires et les interactions. Donc là, vous voyez sur l'exemple, c'était sur les rapports sexuels et le devoir conjugal. Et donc, je partais d'un arrêt de jurisprudence, je crois. Nous avons aussi, par exemple, alors ce qui marche très très bien, si on peut changer de slide, c'est le post qui concerne les célébrations. Alors, ces célébrations, en fait, ça marche extrêmement bien. Ils cartonnent en général parce qu'on touche à la sensibilité des gens sur les réseaux sociaux. Il s'agit souvent donc de très bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, dont les gens ont envie de s'associer à cette bonne nouvelle, dont on ne peut que se réjouir. Ils sont liés toujours à ma pratique, c'est-à-dire à l'activité du cabinet, à mon exercice professionnel. Il faut toujours y associer une photo. C'est absolument indispensable d'y associer une photo
et d'associer éventuellement quelqu'un, alors que ce soit un organisme. Voilà, je vais vous montrer un exemple de mon dernier post. Voilà, associer quelqu'un, c'est aussi privilégier justement plusieurs d'autres postes sur d'autres profils. Donc, célébration, c'est soit, par exemple, je fais quelque chose. Alors, pour les jeunes avocats, ça peut être la prestation de serment. Récemment, il y a ma belle-fille qui a prêté serment et j'ai fait un petit photomontage entre moi en 1993 et elle qui vient de prêter serment. Donc, c'était joyeux et c'était très sympa. Par exemple, je déménage mon cabinet, photo de départ de mon cabinet. Par exemple, j'ai eu un diplôme. Alors là, il y a Mélodie qui nous écoute, qui est ma stagiaire, qui vient d'obtenir sa licence en droit, que je félicite, et qui a posté donc quelque chose sur sa licence et qui a beaucoup de succès. Je pense que tu peux le confirmer, Mélodie. Et j'ai posté récemment un post, donc une célébration de mon DU1 de médiateur. J'ai mis la photo, j'ai déroulé également ce que signifiait être médiateur. Et j'ai eu un taux d'engagement très important puisqu'aujourd'hui, on est à plus de 5000, je crois 5500. Ça peut être également des posts sur l'actualité. Donc pareil, actualité juridique qui permet de présenter et de faire connaître au plus grand nombre ce qu'est le droit de la famille. Et enfin, des événements. Les événements, ça peut être les webinaires que j'organise, les conférences, des médias, des interviews, mes passages télé, des podcasts, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi de très important pour montrer que vous êtes actif sur les réseaux sociaux et même ailleurs. Alors, on revient donc aux avis, Google My Business. Donc, Google a indexé en fait les sociétés. Il a dû acheter certainement la base publique de toutes les sociétés enregistrées. Et donc, même si vous n'avez pas pris l'initiative, vous avez généralement ce qu'on appelle une fiche Google My Business, qui est en fait un carré qui s'affiche à côté des résultats de recherche et qui permet d'en savoir plus. Alors, c'est en fait, c'est sur la page au tout début, quand on parlait de la e-réputation, vous voyez, c'est ce pavé là à droite des résultats de recherche. Donc, c'est ça la fiche Google My Business. Donc, sur cette fiche Google My Business, vous pouvez en prendre la possession, entre guillemets, c'est-à-dire annoncer que vous êtes le propriétaire de cette fiche, ce qui vous permet d'effectuer des mises à jour dessus. Et c'est ce qui vous permet aussi de répondre aux avis qui peuvent être postés sur votre cabinet. Alors, c'est assez technique et il y a pas mal d'éléments. Donc, j'ai fait un tutoriel dont Justify vous donnera l'adresse, qui reprend en fait point par point, étape par étape, tout ce que vous pouvez mettre à jour sur cette fiche pour l'optimiser. Sachez que vous pouvez par exemple y publier des images et des vidéos, notamment des images de votre cabinet, une vidéo de présentation que vous auriez tournée pour présenter votre activité. Il y a évidemment donc les avis clients. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des statistiques mensuelles que vous recevez automatiquement par email. Le compte Google My Business est piloté par une adresse Gmail. Donc, soit vous en avez déjà une et vous ouvrez votre fiche avec ça, soit vous pouvez créer une adresse Gmail spécifiquement pour cet usage. Donc, à cette adresse, vous recevrez donc des statistiques mensuelles qui vont dire le nombre de fois que votre fiche est affichée dans les résultats de recherche, aussi bien dans la recherche par mots-clés que la recherche Google Maps. Donc là, par exemple, ça peut faire apparaître votre cabinet sur une carte localisée. Donc, c'est intéressant. Sur la réponse aux avis négatifs. Donc là, il y a un point qui est important, c'est qu'il y a eu des jugements pour dire qu'on ne pouvait pas empêcher Google de collecter ces avis et que c'était, entre guillemets, d'intérêt public pour les personnes de pouvoir s'exprimer. Alors, tous les professionnels, pas seulement les avocats, pestent un petit peu sur le fait qu'il n'y a pas de vérification du fait que ceux qui mettent les avis sont bel et bien des clients habilités à mettre un avis. Donc, c'est vrai que ça paraît un peu déséquilibré.
Cela étant, le cabinet a intérêt à répondre en indiquant non pas qu'il a traité ou pas traité le dossier, puisque ça pourrait entrer en contravention avec le secret professionnel, mais par contre dire que vous êtes à l'écoute, que vous reprenez contact en fait en indiquant un téléphone, un email pour aller au fond des choses et trouver une issue favorable à son mécontentement. L'idée, c'est de montrer que vous n'êtes pas passif face aux avis négatifs et que, au contraire, vous êtes un vrai professionnel. Tout le monde doit gérer un jour ou l'autre le mécontentement d'un client. Ce qui fait la différence, c'est le professionnalisme avec lequel vous répondez. Donc ça, et simplement, juste pour rebondir en 3 mots, on peut aussi, sans rompre le secret professionnel, donner des explications pour remettre les choses peut-être dans leur contexte et se défendre. Hein. Rien ne nous empêche. Et sans aborder le dossier quand même. C'est la difficulté. Oui, tout à fait. Après, on va parler donc des nouveaux formats ou des formats que vous pouvez éventuellement explorer si vous êtes à l'aise sur ces médias. Donc, j'ai aidé une cliente à lancer son podcast. Donc là, il y a maintenant 1 an et demi. Donc, c'est un podcast en droit du travail. Donc, on est parti de zéro. Hein. Elle avait l'idée de ce podcast et donc, on a réfléchi au format. Au début, elle était plus sur des enregistrements où elle était en solo. Et puis, au bout de quelques épisodes, elle a pris confiance et elle a organisé donc des interviews de professionnels qui sont en lien en fait avec son travail, des partenaires, des prescripteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça lui a apporté, d'une part, des demandes entrantes directes. Donc, à chaque fois qu'elle sort un épisode, évidemment, il est publié sur toutes les plateformes, hein, c'est Apple Podcast, c'est sur Spotify, c'est sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Mais également, évidemment, elle publie sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. Chaque épisode, elle publie une alerte comme quoi il y a un nouvel épisode. On publie également sur son site des transcripts, des textes du podcast audio. Donc, ça lui crée en plus des articles sur son blog. Et ça lui a généré énormément d'opportunités. Elle a été invitée sur d'autres podcasts et elle a même été invitée à devenir chroniqueuse télé, entre guillemets, sur une chaîne Internet qui est Exerfi Canal. Donc, d'une manière générale, plus vous explorez à fond un média, un médium, vous allez avoir des retombées qui vont arriver parce que les gens vont vous associer à quelqu'un d'à l'aise qui peut prendre la parole, qui peut s'exprimer sur le sujet. Ça peut aussi générer, par exemple, des retombées presse dans des magazines. Donc, c'est intéressant. Le même format, c'est la vidéo. Et je passe la parole à Caroline pour nous parler de son expérience. Oui, en fait, c'est pas évident au départ de faire une vidéo. Donc, je comprends qu'il y ait peut-être des gens qui soient réticents. Mais en fait, la vidéo est venue assez naturellement. J'ai fait la connaissance d'une société qui faisait des vidéos et qui m'a proposé en tant qu'avocat de réaliser des petits films. Et on a discuté, on a réfléchi et je me suis dit pourquoi pas. Donc les premières vidéos qui ont été réalisées, ce sont des vidéos de conseils en droit de la famille, donc une dizaine de vidéos dans lesquelles je donne des conseils sur ce sujet-là. Puis j'ai poursuivi pendant le confinement. J'ai réalisé moi-même donc pendant le confinement avec la vidéo de ma caméra sur mon ordinateur, donc vraiment sans aucun moyen. La prolongation en fait de conseils en droit de la famille pendant le confinement, donc pendant la crise sanitaire, avec tout ce qui concernait notamment les gardes des enfants, les divorces, etc. Et j'ai ajouté une partie de solidarité puisque à ce moment-là, j'ai proposé des consultations gratuites pour le personnel soignant qui se prolonge d'ailleurs toute l'année 2021. Donc l'idée, c'était vraiment par ces vidéos de se rapprocher des gens, d'apporter mon expertise, mais aussi mon humanité, de dire voilà, je suis chez vous et je vous aide par le biais de cette vidéo. Donc cette vidéo, elle donne une stature professionnelle, humaine et à la fois humaine et digne de confiance. Donc c'est très important parce que ça permet, comme je
vous l'ai dit, d'être proche des gens. Et petite anecdote, la dernière fois, je reçois un client et puis je l'amène vers mon bureau et il me dit « Oh là là, ça me fait vraiment plaisir de vous voir en vrai ». Donc c'était très amusant parce qu'on ne se rend pas compte, mais à force de voir les gens comme ça dans la caméra, bah, ça crée quelque chose en plus. J'ai ensuite développé tout ce qui concernait des webinaires. Donc, j'ai créé des webinaires, j'ai organisé des webinaires d'abord pendant le confinement de questions-réponses en droit de la famille et puis ensuite avec des partenaires professionnels, donc des confrères qui n'étaient pas des confrères en droit de la famille, mais notamment en droit social, avec aussi un expert comptable qui voulait parler de droit de la famille pour les entrepreneurs. Voilà, donc on peut aussi se créer d'autres moyens d'être diffusé visuellement sur les réseaux sociaux avec d'autres professionnels. Voilà, et c'est vraiment un cercle vertueux parce que qui dit vidéo dit on vous a déjà vu à la caméra, donc forcément on est davantage contacté par des médias éventuels et c'est comme ça que j'ai eu mes passages à la télé aussi. Voilà, donc l'un entraînant l'autre. Alors, on a pris 5 minutes de retard, mais on va quand même parler du dernier réseau social à la mode, donc Clubhouse. Bon, j'ai eu pas mal de questions là-dessus, donc je me suis dit que j'allais faire un petit point. Même si ce n'est pas nécessairement là que vous aurez le plus d'opportunités. Ce qui est intéressant, c'est d'aller sur un réseau social au début. Hein. C'est un peu comme Caroline, quand elle est allée sur Legavox, il y avait peu d'avocats. Donc, finalement, ça lui a donné un surcroît de visibilité. Et ce fameux article sur le calcul de la prestation compensatoire, c'est pas moins de 650 000 vues quand même sur cet article. Ah ouais, je m'étais arrêtée à 500, tu vois. Voilà, donc Clubhouse, c'est un réseau qui est 100% voix. Donc, en fait, c'est comme une radio continue avec la particularité qu'au lieu d'avoir des fréquences radio, vous avez en fait des salons de discussion, donc ce qu'on appelle des rooms. L'application était au départ en une sorte de bêta-test géant pour tous les utilisateurs d'iPhone. Donc, il fallait avoir une invitation. Bon, moi, j'ai eu la chance d'en avoir une assez tôt et du coup, j'ai pu tester le réseau avant qu'il soit ouvert à tout le monde. Donc, c'est le cas maintenant. Hein. Vous pouvez télécharger l'application aussi bien sur iOS que Android, même sans invitation, vous pouvez y aller. Et la particularité, c'est que n'importe qui peut créer un salon et lancer une discussion sur un thème. Donc, vous rentrez le titre de votre salon. Il faut évidemment que le titre donne envie d'y rentrer parce que sinon, vous n'aurez personne dans la salle. Et ceux qui créent le salon peuvent faire monter sur scène, en fait, faire le plateau avec qui ils veulent. Et il y a des spectateurs, donc qui sont ceux qui sont rentrés dans le salon mais qui ne sont pas encore montés sur scène. Et seuls ceux qui sont montés sur scène peuvent prendre la parole. L'idée, c'est que les gens font généralement une petite présentation et puis après ouvrent, un peu comme pour un webinaire, les questions-réponses avec la salle. Et une fois qu'on vous a donné la parole, vous pouvez interagir donc avec ceux qui se présentent un peu comme des conférenciers, mais qui en fait sont tout simplement des gens comme vous et moi qui ont ouvert un salon. Et lorsqu'on a des salons réguliers, on peut créer un club sur lequel vont être référencés tous les salons qu'on tient à différents horaires. Il y a des clubs qui se réunissent une fois par semaine, d'autres tous les matins, un petit peu comme des émissions de radio. Moi, j'aime beaucoup ce réseau parce qu'il me rappelle la grande période des radios libres au début des années 80. Il y a vraiment une bonne ambiance. J'ai identifié quelques avocats qui sont déjà sur ce réseau, comme quoi il y a quand même une opportunité à saisir, d'y aller quand c'est encore assez frais et avant que ça devienne grand public, d'acquérir un peu les usages. On voit que le réseau était initialement donc, aux États-Unis, donc il y a des communautés qui sont plus importantes. Mais on voit par exemple qu'il y a un de mes confrères donc, qui fait du marketing pour les avocats, qui a créé son club et qui organise régulièrement un petit salon. Donc, je me suis demandé si ce serait intéressant de faire la même chose, un petit salon qui, une fois par semaine, répondrait comme ça aux questions-réponses des avocats. Et puis, j'ai identifié donc 3 clubs créés par des avocats ou des juristes et que vous pouvez aller voir lorsque vous ferez vos premiers pas sur ce réseau.
Lorsque vous êtes sur le réseau, vous créez, en fait, vous remplissez une mini bio qui est du texte. Vous avez un lien vers votre profil Instagram et votre profil Twitter, ce qui permet aux gens après de vous suivre et de vous envoyer des messages privés. Et je pense que c'est assez facile d'entrer en relation avec des gens que sinon vous ne rencontreriez jamais. Il y a eu par exemple des salons qui étaient organisés par Xavier Niel et qui vous permettaient de discuter comme ça avec des grands patrons. Donc, ça constitue une opportunité. Je trouve ça intéressant de vous en parler. Et maintenant, les questions. On n'a qu'une minute de retard, donc je vais bien rattraper le retard. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, vous pouvez vous poser vos questions sur le chat. Alors, peut-être on va regarder le sondage. Je crois qu'il y a eu un sondage, Malika. Tout à fait. Alors, il y a eu un sondage. Tac, je l'affiche. À savoir si vous mettez à jour votre profil LinkedIn régulièrement. Est-ce que vous avez un profil? Et donc, on peut constater que la plupart ont LinkedIn, les avocats, et mettent leur profil, soit ont mis à jour leur profil soit récemment ou soit il y a plus de 6 mois. Voilà, donc certains n'ont pas encore LinkedIn, mais grâce à ce webinaire, peut-être que ça vous donne l'envie de vous y mettre. Et voilà. Et si vous n'avez pas encore voté, votez, comme ça on aura l'ensemble. On voit déjà que ça a bougé depuis que Malika a commencé à parler. Donc, 42% l'ont mis à jour récemment. Bravo! C'est bravo, ouais. Bravo. Et puis, plus de 6 mois, bon, ben là, si l'activité n'a pas trop changé, c'est pas grave. Je ne mets pas à jour, donc là, c'est pas bien. Et j'ai pas encore LinkedIn. On voit que c'est quand même très, très minoritaire, hein, une seule personne sur 20. Donc, effectivement, peut-être une opportunité pour vous de vous y mettre. Alors, est-ce que nous avons des questions dans le chat? Y a-t-il des réseaux sociaux adaptés au domaine du droit? Est-ce intéressant pour un fiscaliste d'être sur Facebook? Alors, en fait, chaque réseau social, la question c'est vos clients sont-ils, parce que le droit fiscal s'applique aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Est-ce que vous adressez plutôt à une clientèle de particuliers ou une clientèle d'entreprise? C'est là où vous allez vous poser la question. Je dirais que LinkedIn est bien adapté si vous voulez vous adresser aux entreprises, même aux TPE, et en particulier aux indépendants dont la fiscalité peut être complexe pour protéger leur patrimoine personnel notamment. Après, sur Facebook, comme c'est là où il y a la plus grosse audience, hein, on voyait au début qu'il y avait 33 millions d'utilisateurs. Si je donne des conseils dans le domaine fiscal aux particuliers, je vais toucher plus de monde. Ce qui est intéressant sur le réseau Facebook, c'est que vous avez la possibilité de créer des groupes privés et pour interagir directement au sein d'une communauté. Et je sais qu'il y a des avocats qui ont créé comme ça des communautés privées où les gens peuvent poser leurs questions. Ça vous permet de savoir quels sont les sujets qui les concernent et donc de publier de préférence des articles ou des publications en lien avec ces questions qu'ils se posent. Voilà ce que je dirais sur le droit fiscal sur les réseaux sociaux. Alors, on a d'autres questions. Y a-t-il un intérêt de créer une page entreprise sur LinkedIn ou Facebook? Alors une page entreprise sur Facebook, c'est indispensable si vous voulez faire de la publicité. C'est-à-dire vous voulez donner plus d'audience, aller toucher des gens qui ne vous suivent pas déjà. Vous serez obligé de créer une page entreprise. C'est ça. C'est surtout, alors si je peux juste donner mon exemple, parce que moi je suis sur Facebook depuis longtemps, mais en tant que Caroline Yadan, pas avocate, on va dire, à Caroline Yadan de manière générale. Et en fait, c'est Laura qui m'a incité à créer une page Caroline Yadan-Peza, avocat en droit de la famille, qui n'a pas du tout la même fonction que ma page classique de Caroline Yadan dans la vie civile. Donc, il y a un vrai intérêt professionnel lorsque vous décidez de vous diffuser en tant que professionnel avocat sur Facebook, à le faire sur une page spécifique. Et l'autre intérêt, c'est le fait que vous pouvez avoir plusieurs activités et avoir votre vie privée d'un côté, si je puis dire, et votre vie professionnelle de l'autre.
Après, sur la page entreprise LinkedIn, ça peut être intéressant d'avoir une page entreprise sur LinkedIn dans une optique de recrutement pour faire apparaître en fait le nombre d'avocats associés et d'avocats collaborateurs et d'avocats stagiaires qui sont membres en fait de votre organisation. Comme ça, quand ils vont créer en fait leur expérience professionnelle, au lieu qu'il y ait un pictogramme tout gris, il y aura en fait le logo de votre cabinet qui s'affichera en relation avec leur expérience professionnelle. Donc, ça permet de créer en fait un effet de corps et de marque pour un cabinet d'avocats. C'est aussi là que vous allez publier vos offres d'emploi, donc ça fait sens. Par contre, si vous êtes un avocat individuel, ça ne présente aucun intérêt parce que la visibilité est nulle. C'est très difficile d'émerger sur une page entreprise. L'algorithme de LinkedIn favorisant nettement les conversations entre professionnels, donc entre profils personnels. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sachant que je rebondis sur vos propos, Laura, c'est vrai que c'est bien d'avoir une page du coup professionnelle, mais il y a plus d'engagement sur les pages personnelles. LinkedIn favorise en fait les posts en fait qui ne viennent d'une page personnelle que d'une page professionnelle. Voilà, après on parle d'engagement. Tout de suite, vous avez aussi parlé d'engagement, Maître Yadan. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ce terme, mais l'engagement, vous pouvez le voir sur chaque post. Et l'engagement, en fait, c'est le ratio entre le nombre de vues du post et en fait les likes, les commentaires. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 100% d'engagement, ça veut dire que 100 personnes qui ont vu votre post ont liké ou commenté aussi votre post. Donc, voilà, juste sur ce point-là, on parle d'engagement. C'est vrai que je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ça. Et en sachant que sur LinkedIn, de toute façon, à partir du moment où on crée un profil en tant que professionnel, puisqu'il s'agit d'un réseau professionnel. Donc, c'est vraiment différent de Facebook pour ça. Alors, on voit le partage sur LinkedIn est-il pertinent ou doit-on favoriser des posts originaux? Alors là-dessus, la réponse, elle est vraiment tranchée. Il faut éviter à tout prix de partager des posts parce que LinkedIn ne favorise pas du tout la diffusion des posts qui ne sont pas des posts originaux. Donc, la bonne pratique, c'est, par exemple, il y a un événement au cabinet et vous devez communiquer dessus. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous avez obtenu un classement, Décideur Magazine vous a sélectionné et vous voulez communiquer dessus. Donc, vous préparez votre image et il faut que chaque associé aille poster sur son compte personnel l'information pour dire nous sommes très fiers au cabinet d'avoir obtenu telle distinction. Et après, vous pourrez aussi aller le poster sur la page du cabinet. Comme ça va rester sur l'historique de la page. Mais vous constaterez par vous-même, vous pouvez faire le test, vous aurez beaucoup plus de réactions. Donc, les réactions, c'est les likes, les j'adore, les bravos, les c'est intéressant, c'est instructif. Ou les commentaires qui sont ce qui vraiment voit pousser la visibilité d'un post, c'est les commentaires et les partages. Donc, moi, je dissuade véritablement mes clients de faire des partages. Et là où vous verrez que vous aurez le moins de réactions, c'est quand vous partagez en plus sans commentaire. C'est-à-dire, vous décidez de partager un post que vous avez vu sur LinkedIn, vous ne faites aucun commentaire et juste vous le rediffusez d'une certaine manière. Et bien alors là, vous êtes sûr de faire un flop total, c'est-à-dire que si vos posts ont habituellement 500 ou 1000 vues, subitement, vous allez tomber à 80 ou 100. Donc, et vous n'avez pas intérêt à laisser ces posts sur votre profil. Vous pouvez même les supprimer après si vous avez constaté que ça n'avait vraiment aucun retentissement. Quelques partages qui peuvent éventuellement être utiles, c'est quand vous faites suivre des offres d'emploi, par exemple, parce que là, effectivement, comme c'est un réseau carrière, ça va avoir un intérêt. On a une question de Maître Louzet. Quel est le format à privilégier sur les vidéos YouTube? En gros, je pense que c'est à savoir, est-ce qu'il faut faire des vidéos courtes, rythmées, des longues vidéos? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce que vous avez peut-être, Maître Yadan, C'est Caroline? Oui. Alors, en fait, je pense que le format à privilégier est un format court parce que les gens se lassent très vite d'une vidéo.
Donc, c'est un format de, on va dire, 1 minute, 2 minutes. Alors, tout dépend après ce qu'on veut publier. Je pense que Laura, tu pourras peut-être rebondir là-dessus. Mais sur, on va dire, des petits spots comme ça, les spots doivent être courts. Comme ça, en plus, on peut les diffuser ailleurs que sur YouTube. On peut prendre le lien et on peut les diffuser un peu partout. Et si ça dure 1 minute, bah, les gens, ils zappent pas et ils regardent la vidéo. Après, il y a d'autres types de vidéos qui peuvent être des vidéos plus longues, qui peuvent apporter un réel, une réelle information aux internautes lorsqu'ils s'intéressent par exemple à un sujet. Alors, je prends mon domaine en droit de la famille et c'est la raison pour laquelle sur YouTube, il y a aussi mes webinaires, puisque dans le cadre de ces webinaires qui durent 1 heure, comme celui d'ailleurs de Justifit aujourd'hui, hein, on peut trouver des informations qui sont extrêmement intéressantes et donc bah, c'est aussi important de les publier sur YouTube. Donc moi je dirais pour se faire sa pub entre guillemets, c'est des petites vidéos très courtes, petit format et à alterner avec des vidéos plus longues qui peuvent apporter un réel, des informations supplémentaires qui sont toujours les bienvenues pour les internautes qui se posent des questions dans certaines matières du droit. Et moi, je vous conseille tous d'aller voir la chaîne de Caroline Yadan-Pessa, qui est très bien construite et que nous avons d'ailleurs nommée en coup de cœur Justifit, parce que tous les mois, Justifit met en valeur du coup des avocats qui ont des belles initiatives sur le web. Et Maître Yadan a une très belle chaîne que je vous invite tous à aller voir, mais nous vous l'enverrons aussi par mail bientôt. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, c'est ça, je vais faire un peu votre pub. Ça peut donner des idées. Sur le format des vidéos, il faut savoir que c'est quand même beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que souvent, les avocats passent par des professionnels de la vidéo. Il y en a quand même certains qui font leur montage eux-mêmes. Mais l'intérêt, c'est que ça reste. Donc, vous allez passer beaucoup de temps à les tourner. Mais au fil du temps, elles vont avoir au début très peu de vues. Et puis, petit à petit, ça va se cumuler. Les formats qui vont intéresser les gens, c'est ceux qui sont pratico-pratiques, qui vont répondre à des vraies questions que les gens se posent. Par exemple, moi, ça m'intéresserait de voir une vidéo qui présenterait la fiscalité sur des questions. Par exemple, s'il y a une nouvelle mesure fiscale, quelque chose auquel il faut être attention, par exemple sur la déclaration de revenus. Bon, là, maintenant, c'est passé, mais il y a eu un moment où tout ce qui était webinaire autour de la déclaration, ça faisait un carton. Donc, j'imagine que des vidéos qui auraient été faites avec un esprit pratique. Donc, l'idée, c'est que c'est un peu comme un webinaire, il faut rythmer. Il faut qu'il y ait des parties, il faut qu'il y ait un plan, en fait, annoncer le plan au début pour donner envie aux gens de rester jusqu'à la fin. Et puis ouvrir éventuellement une partie aux questions dans les commentaires, répondre à tous les commentaires, penser à mettre des mots-clés. Enfin voilà, c'est un peu technique, mais ça permet de créer du contenu qui va rester et qui en plus va servir votre référencement parce qu'il se trouve que YouTube a été racheté par Google et donc les vidéos apparaissent très haut dans les résultats de recherche sur Google. Donc, si vous créez une vidéo qui répond à une question que les internautes se posent, il est possible, si elle n'existe pas déjà, qu'elle apparaisse vraiment de façon très, très visible, en fait, dans les résultats de recherche Google, sans même aller sur YouTube. Et dans ce prolongement-là, on peut aussi créer une petite vidéo sur un problème particulier courte et faire un lien. Donc, c'est grâce à Laura, hein, moi je l'ai fait sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien qui renvoie sur mon site où il y a un article de fond approfondi donc sur le sujet que je viens de développer sur un tout petit format. Et de la même manière qu'on parlait du podcast audio avec le transcript, vous pouvez publier une vidéo et après utiliser un logiciel comme par exemple Apiscribe qui permet de retranscrire automatiquement en fait la bande son en texte. Et donc, ça vous fait la matière pour un article. Si vous n'avez pas le temps, par exemple, de rédiger un article, vous avez au moins le transcript de la vidéo ou du podcast audio. Au même titre que la chaîne de Maître Yadan, Justifit aussi, nous, on a une chaîne YouTube où on parle justement
comme Laura Siriani l'a dit, de thèmes thématiques en fait, pour vulgariser des questions de droit. Donc, je vous invite aussi à regarder, à aller voir, ça peut vous donner des inspirations de vidéos. Voilà, donc on propose ces vidéos-là à nos clients. Je viens de mettre dans le chat le lien des 2 chaînes YouTube, Caroline et puis Justifit. Merci beaucoup. Vous êtes curieux d'y aller tout de suite? Super. Ouais. Bon, ça me paraît absolument incroyable. Merveilleux, on est à l'heure. Est-ce qu'on peut peut-être prendre une dernière question, s'il y en a? Je ne sais pas. Alors, une dernière question. Merci Stéphanie. S'il n'y en a pas, c'est que c'est très clair. On a fait le tour, de la question, je crois. C'est ça. Ben, merci beaucoup en tout cas à tout le monde, tous les avocats présents. Ce fut un plaisir et merci aux 2 intervenantes, c'était top. Et rendez-vous pour le prochain webinaire Justifit. On vous enverra le replay d'ici quelques jours. Voilà, comme d'habitude. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Ciao.